a annoncé officiellement et longo na ba ex-phase. En tout cas, banda lelo boye bake tosali mouvement il y a rébellion pour la libération totale de la République démocratique du Congo. Permettez-moi à présent, avant de clore mon propos, de survoler un petit aspect de la problématique de l'atteinte au principe constitutionnel de la présomption d'innocence à l'ère de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les constats faits sur terrain montrent que ces engagés n'ont aucun document pouvant servir de sécurité juridique. Vous savez, la structure qui APCSF, il se trouve sur des projets chez nous. Il y a la route Kananga-Mambouji et il y a les stades de Kananga qu'on a surnommé les stades Naïmoutumbula. Aujourd'hui sur le terrain pour palper du doigt le problème que nous constatons au niveau des stations-service, à savoir les longues files, mais également des stations-service parfois fermées, on ne voit rien, aucune âme qui vive. Omeli boni ne sali oboye. Ah na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Après la pluie vient le beau temps, après celle qui s'est abattue sur Kinshasa. Cet après-midi, Madame, Messieurs, nous sommes très heureux de vous présenter cette nouvelle édition de votre magazine d'information générale sur l'ensemble du territoire national congolais. Installez-vous confortablement pour nous suivre. Merci. À la une de ce soir, du mercenariat à la rébellion, Laurent Sokoko, très connu dans le milieu culturel, a décidé d'embrasser les armes et devenir proche collaborateur de Corneille Nangaa en créant ainsi un nouveau mouvement insurrectionnel contre le pouvoir de Félix Tshisekedi. Dans une vidéo devenue virale sur la toile, il a étalé ses ambitions et ses raisons d'avoir choisi ce chemin. Et puis ce mercredi 16 octobre 2024, à l'hôtel du fleuve Congo, le ministre des Finances Doudou Fomba Likunde Libota a participé à une séance de sensibilisation des organisations du secteur privé sur la facture normalisée. Vous aurez tous les détails au cours de cette édition. Merci de nous rejoindre. Tout d'abord, cette information, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de magistrat suprême de la République démocratique du Congo, a présidé la cérémonie marquant la rentrée parlementaire de la Cour de cassation. Dans son mot, le premier président de cette Cour a dénoncé les discours populistes qui vilipendent à longueur des journées le travail qu'ils font de manière arrachée. Suivez son discours dans cet extrait choisi pour vous par la rédaction. Permettez-moi à présent, avant de clore mon propos, de survoler un petit aspect de la problématique de l'atteinte au principe constitutionnel de la présomption d'innocence à l'ère de nouvelles technologies de l'information et de la communication, où le tribunal du net fonctionne en plein régime, car il suffit d'être soupçonné d'un quelconque fait apparemment répréhensible pour déjà être condamné par la voie des réseaux sociaux en violation de tous les droits de la défense, comme l'a dit le procureur général tout à l'heure. Pareille dérive étant un déni de démocratie et de droits garantis à chaque citoyen. Puis-je noter à ce stade que les magistrats que nous sommes avons également besoin d'être couverts par cette présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui nous vilipendent à la longueur des journées
Puis-je noter, disais-je, à ce stade, que les magistrats que nous sommes avons également besoin d'être couverts par cette présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui nous vilipendent à longueur de journée, même s'il est évident que dans nos rangs, il y a certainement des antivaleurs. Les membres de nos familles, surtout nos enfants, ceux dont les parents sont honnêtes et justes, traînent la honte d'être pointés de doigts ou de lèvres comme descendants des antivaleurs, alors que nous luttons avec eux pour accompagner votre haute autorité dans la lutte contre cette peste de corruption. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression réitérée de mes hommages les plus déférents. Je ne saurais terminer mon propos de ce jour sans préciser qu'au terme de l'article 149, alinéa 3 de la Constitution, la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Ainsi, comme je l'ai annoncé en liminaire, la présente audience s'offre comme un cadre légal de rendre compte de quelques activités déployées au cours de l'exercice 2023-2024. En effet, il convient de rappeler qu'à la suite du constat effectué à ma prise de fonction, un certain nombre d'actions avaient été envisagées pour lutter notamment contre la corruption, l'indiscipline des magistrats du siège ainsi que des fonctionnaires et agents administratifs du greffe. Bonne nouvelle, la compagnie nationale d'aviation Congo Airways devrait acquérir au total 3 avions d'ici la fin de l'année en cours, donc 2024. Cette annonce a été faite par le ministre du portefeuille Jean-Lucien Mboussa Tongba au cours d'un briefing presse qu'il a tenu conjointement avec son confrère porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe. Je vous invite à suivre cet extrait de ces briefings presse. Alors, concernant Congo Airways, je dois vous assurer que ça change et très bientôt nous allons avoir des résultats. Entre les 6 et les 7 novembre, le premier avion arrive. Le premier avion location arrive. Dans la semaine, avant la fin de la semaine, le directeur général AI de Congo Airways et quelques experts en la matière vont aller à Paris rencontrer les dirigeants de Air France parce qu'il faut louer 2 moteurs. Et donc si c'est conclu, nous allons donc en novembre avoir 2 avions. On a beaucoup parlé de ces 1 400 000 $ qui ont été payés à une entreprise et qui ont fait jaser les uns et les autres et pour lesquels des décisions ont été prises contre le directeur général adjoint, entre autres. À ces propos, le directeur général intérimaire est déjà entré en contact avec cette société et les échanges se poursuivent. Les éléments en ma possession avant de commencer cette émission, c'est que l'avion sera là. Et à défaut d'avoir cet avion, ils vont rembourser cet argent. Je voudrais aussi dire qu'avant décembre, nous aurons par la SNCF, n'est-ce pas, un A319 qui va être acquis et qui sera mis à la disposition des Congo Airways. La perspective avant décembre, c'est que nous aurons au moins 3 avions. La perspective en 2025 est que la flotte va encore s'améliorer. Donc avec la nouvelle direction et l'impulsion donnée par la haute autorité de l'État, les solutions vont être données et je voudrais apaiser la population à cet effet. Merci. Restons toujours dans l'administration publique pour parler cette fois-ci de la signature de l'arrêté interministériel de la création et mise en place de la commission permanente chargée du suivi des accords de Bibois le 24 août dernier entre les gouvernements et les bons syndicats de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté conformément aux recommandations faites par les gouvernements lors de ces assises. Suivez.
Dans la nuit de samedi 24 août 2024, s'étaient clôturés les travaux de la commission paritaire gouvernement, banque syndicale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Parmi les résolutions de ces assises, figurait la mise en place de la commission permanente de suivi des accords. Chose faite, ce lundi 14 octobre 2024, le banc gouvernemental représenté par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, la ministre de l'éducation nationale, Raissa Malou, ainsi que les vice-ministres des Finances et de l'Éducation nationale, a signé l'arrêté interministériel portant création et mise en place de la commission permanente de suivi des accords. En mettant tout en œuvre, sous l'autorité de Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour que ces cadres permanents du dialogue soient instaurés, eh bien, le gouvernement affiche sa volonté de respecter ses engagements. Avec cette signature, le gouvernement traduit sa ferme volonté de résoudre tous les problèmes des enseignants. Lors de nos assises, il a été dit, en dehors de la rémunération, il faudra que nous puissions avoir un statut particulier des enseignants et sécuriser la carrière des enseignants. Et tout cela va souvent se faire à partir de cette commission qu'on vient de signer l'arrêté aujourd'hui, qu'on vient de mettre en place. Et avec cette commission, tout va se réaliser dans peu de temps et les enseignants vont quitter l'étape là des journaliers pour que leur carrière soit sécurisée. La mise en place de ce cadre permanent des dialogues va permettre au banc gouvernemental et l'intersyndical de l'éducation nationale de pouvoir aborder à fond les questions liées à la carrière des enseignants, ainsi favoriser l'agrandissement de l'enveloppe salariale et l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants, telles que voulues par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puisqu'on en parle, il était très connu dans les milieux culturel comme mécène de la musique congolaise. Laurent Sokoko a décidé de prendre les armes contre la République en créant un mouvement de rébellion affilié à l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa ainsi qu'au M23. Tous sont justement parrainés par les Rwandais. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, l'ancien mécène de la culture congolaise a décliné sa vision ainsi que les raisons qui lui ont poussé à prendre les armes contre le régime du président Félix Tshisekedi. On le suit. Peuple congolais, trop c'est trop. Nauti kozwa information sikoyo bayebisinga ki batekeli Abedachou hôtel inverse oya cité de la voie d'Isaïr. Bapesi lisusu immeuble wana ya la voie d'Isaïr a réhabilité yango avant nango pendant 30 ans. Avant un hôtel inverse pendant 30 ans. Yango wana na sengi na mama pinga na biso na sololi na Corneille Nangaa na tuni ye apesanga ba éclaircissement vrai ya makambo ya lubaka ya bakor a confirmer ngai atineli ngai copie na ko balancer yango wana tokoyi ko accepter jamais kopesa kaka ba individu moko sengi bakye na mboka moko bayokani et puis papa teka mboka na biso yango wana na ko annoncer officiellement elongo na ba ex phase en tout cas banda lelo boye bake tosali mouvement ya rébellion pour la libération totale ya République démocratique du Congo. Moto nyonso ayebaki ngai moto nyonso azoluka komona ngai lisusu te bandalo na minute oyo aza kobunda bitumba ya nzinga nkuvu pour la libération totale ya République démocratique du Congo elongo na banoko na ngai ya ex-phase moto nyonso alingi a rejoindre biso bokoyoka communiquer epai ya chef d'état-major akopesa bino point de rappel, point de rencontre, oyo na moto oyo akolinga ko rencontrer biso. Trop c'est trop. Il faut tout libérer peuple wana. Première génération ekei, deuxième génération bakoli, biotozali, troisième génération tokoki kotika pete bana na biso na ba situation oyo. Oyo nyonso azolanda ngai
ayi bapati ya lelo biso tokoti mpo tolibere mboka wana. Libanais akosaka na biso te, Indien akosaka na biso te, Rwandais tuti akosaka na biso te, Sama Lukonde akosaka na biso te, Vital Ekomere akosaka na biso te, baparlementaire na basénatere bakosaka na biso te. Bokotala siko ndenge mosala mbunda ekobetama na terrain. Merci beaucoup, peuple bozala na kimia. Banda lelo tosali mouvement na biso, mouvement armé pour la libération totale de la République démocratique du Congo. Toye ko annoncer yango officiellement. Tosali yango pona tosali ba défenseur à droit de l'homme pona ko libérer peuple wana ali ya malamu ba fonctionner ba futa salaire ba soda ba koma na tenir sika ba soda ba bakotongela bango bisika kolala kopesa ba soda ba ndako en crédit soda moko te kosala résistance na biso te oyo alingi koya kosadere bientôt bokomona esika tokozala boya kosadere bo baza na este bobunda lisusu te bozala na kimia banda lelo mouvement na biso ekoti en marche banda lelo mouvement na biso ekoti en marche. Merci beaucoup. Botika na kimia oyezali dernière émission na ngai na kosala émission prochainement na kati ya Zamba. Merci beaucoup. Et justement, face aux atrocités qui prévalent dans la partie est de la République démocratique du Congo, le député français Aurélien Taché a exprimé son ras-le-bol face à l'ambiguïté de la France sur ce qui se passe réellement en RDC. À l'en croire, la médiation angolaise est insuffisante face au massacre perpétré par la milice du M23. On l'écoute. Merci beaucoup. Et puis Aurélien Taché. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre. Moi je voudrais vous interroger en un instant, Monsieur le Ministre, sur la situation et sur la position de la France par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Vous avez dit dans votre propos liminaire que la médiation soutenait la médiation de l'Angola entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, mais franchement, cette position est insuffisante. Il y a aujourd'hui 6 millions de morts dans la région du Nord Kivu, des millions d'autres qui sont déplacés. Il y avait un sommet international à Paris l'autre jour avec plus de 50 chefs d'État africains. Emmanuel Macron, le président de la République française, n'a pas été capable de mentionner le conflit entre la République démocratique du Congo et les milices du M23 qui, comme vous le savez, sont soutenues par le Rwanda. Donc moi, je voudrais vous poser simplement cette question, Monsieur le Ministre. Aujourd'hui, des appels se multiplient partout à Kinshasa et en République démocratique du Congo pour que le Congo se retire de la francophonie, le plus grand pays francophone au monde. Quelle est la position de la France par rapport à ce conflit? Est-ce que véritablement la France condamne le soutien du régime de Paul Kagame aux milices du M23? Et quelles actions envisage la France face à ce conflit terrible qui, encore une fois, je l'ai rappelé, a fait des millions de morts et encore plus de déplacés? Merci. Quant à la question de Monsieur Aurélien Taché, la crise des Grands Lacs est le conflit sur lequel le président de la République a consacré le plus de temps en marge du sommet de la francophonie. Il a rencontré successivement les présidents Tshisekedi et Kagame et leur a rappelé sans ambiguïté la position française, tout en se ralliant, si l'on peut dire, à l'effort de médiation qui est aujourd'hui mené par l'Angola. Nous sommes très préoccupés par la situation et je verrai pour ma part, ou j'échangerai pour ma part demain avec mon homologue congolais. Tout à fait autre chose, la modification du code de travail et le régime général de sécurité sociale. Le député national Patrick Eshiba s'active dans le but d'obtenir sans tarder l'amélioration des conditions de travail et de vie des engagés journaliers, initiateur de 2 propositions de loi en faveur des travailleurs journaliers dont la situation sociale et les conditions de travail sont jugées inacceptables. L'élu de Tchangou a lancé une série d'échanges avec les concernés afin de les amener à s'approprier cette démarche. Suivez. Les constats faits sur terrain montrent que ces engagés n'ont aucun document pouvant servir de sécurité juridique. C'est ce qui fait qu'on les exploite au-delà du timing donné par la loi. Nous avons trouvé chez Swista des chauffeurs journaliers. On a eu personnellement à échanger avec quelques chauffeurs qui nous ont témoigné qu'ils sont journaliers et ils sont payés à la fin de chaque jour 8 000 francs. C'est inhumain pour ne pas dire indécent. C'est là pour
lutter contre ces abus ici de la partie économiquement forte, qui est l'employeur. Lorsqu'il veut recruter les engagés au jour le jour, il doit, dans les 48 heures qui suivent leur engagement maximum, informer à l'inspection du travail via un bulletin d'information. On va s'approcher de son Excellence, Madame la Première ministre, pour qu'elle puisse revenir sur le décret de 2018 fixant les SMIC et les allocations familiales suite à la dépréciation monétaire du franc congolais face au dollar américain. Les 7075 de 2018, ce ne sont plus les 7075 de 2024. À l'époque, ça faisait approximativement 5 $. Aujourd'hui, c'est à peu près 2,5, 2,6 $. Pendant ce temps, l'école nationale du cadastre et des titres immobiliers de Kinshasa et les circonscriptions de Limete, Matete, Kasavubu et Bandalungwa ont été visitées par la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Acacia Bandoubola Mbongo. Retour sur son passage à travers ce reportage. Lundi 14 octobre 2024 était une journée très chargée pour la ministre d'État, ministre des Affaires foncières. Acacia Bandoubola Mbongo a effectué une visite surprise dans les installations de l'École nationale du cadastre et des titres immobiliers de Kinshasa, située sur 10e rue industrielle de la commune de Limete. Accueillie par le responsable de cette école, la ministre d'État a fait le tour de toutes les salles de classe et bureaux. Les constats est désagréable selon la patronne des affaires foncières. Les images témoignent d'elles-mêmes. Pas de plafonds, des salles de classe mal propres, une salle des enseignants sans chaise, des toilettes qui ne sont pas entretenues et qui exposent les élèves aux différentes maladies. La salle technique non équipée et deux salles de classe non éclairées alors qu'il y a de l'électricité. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières Acacia Bandoubola Mbongo, dans un ton ferme, a déclaré qu'elle est très déçue avec tout ce qu'elle a vu sur place et a ajouté que les responsables de cette école pourraient faire quelque chose avec le frais payé par les élèves. Malheureusement, il n'y a pas de volonté. Il était impérieux de pouvoir faire cette descente de terrain pour que nous puissions voir dans quelles conditions les étudiants de l'ENACTI, École nationale du cadastre, étudient et dans quelles conditions les étudiants reçoivent de la matière. Le constat est presque désastreux, je veux dire, parce que les conditions ne sont pas adéquates. Les conditions ne sont pas requises pour donner de la bonne matière à des étudiants qui demain seront des arpenteurs, des géomètres, etc., qui vont gérer dans différentes circonscriptions foncières. Je crois qu'il faudrait également voir du côté des gestionnaires de l'Institut pour qu'il y ait une transparence dans la gestion de cette école pour que les choses puissent avancer. Nous ne pouvons pas rester dans cet état précaire de choses pour dire que ça ne marche pas, tout ne va pas parce que l'État n'a pas fait ceci, l'État n'a pas fait cela. Mais nous devons nous aussi être capables de pouvoir gérer le peu que nous avons. La gestion doit être impeccable, transparente et pas opaque. Et ceci nous donne matière à réflexion pour que des jours à venir, de pareilles situations ne puissent plus voir le jour dans cette école. Juste après cette étape, la ministre d'État était allée visiter les bâtiments qui abritent les circonscriptions foncières délimitées de Matete, toujours dans la commune de Limete, 5e rue industrielle. Ici, Acacia Bandoubola Mbongo a fait la ronde de tous les bureaux de ces circonscriptions. Parmi les recommandations faites par la ministre d'État au CTI de ces circos, les archives doivent être bien conservées, surtout dans la propriété. Avant de quitter Limete, la ministre d'État a prêté une oreille attentive aux désidérata des agents de ces circonscriptions foncières. Il les a appelés à maximiser leurs recettes, à ne pas couler les recettes et à rassurer à ces derniers que le gouvernement, selon la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous l'impulsion de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, travaille dur pour améliorer les sociales des agents de l'État. La dernière étape, c'est les circonscriptions foncières de Kasavubu et de Bandalungwa. Les deux circos se trouvent sur avenue à Sosa, dans la commune de Kasavubu. Ici, les constats est amer, les agents travaillent dans le noir et dans des conditions inappropriées. Pas de groupes électrogènes, problème des locaux et des toilettes presque inexistantes. Pour la ministre d'État, les agents de l'administration foncière ont droit de travailler dans de bonnes conditions.
nomination. Je vais profiter de cette occasion pour visiter quelques circonscriptions foncières. J'ai commencé par l'École nationale du cadastre. Ici, nous sommes à Kasavubu. Ce qui est déplorable, c'est que les conditions de travail des agents de la circonscription foncière de Kasavubu, mais aussi d'ailleurs, sont déplorables. Il n'y a presque pas d'électricité, la promiscuité dans des bureaux, des toilettes presque inexistantes. Je voudrais, moi, m'imprégner de cette situation parce que chaque fois que je recevais des syndicats, ils avaient toujours ce même message à me transmettre. Aujourd'hui, je voulais moi-même me rendre sur place pour voir dans quelles conditions les agents de l'administration foncière travaillent. Évidemment, ce sont des agents qui sont appelés à être sur terrain, à se mettre dans des conditions acceptables pour fournir un travail de qualité. J'espère que dans les jours à venir, nous pourrons faire des réunions assez conséquentes pour essayer de trouver des solutions quant à ça. Signalant que la descente surprise de la ministre d'État à Kassabandoubou Lambongo, ce lundi 14 octobre à l'École nationale du cadastre de Kinshasa et quelques circonscriptions foncières de Kinshasa est la première depuis sa nomination à la tête du ministère des Affaires foncières. Il n'y a aucune prise de produits pétroliers et la baisse du prix de carburant ne souffrira d'aucune faille. C'est l'assurance de la vice-ministre des hydrocarbures, Wivine Moleka, après une tournée dans quelques stations-service à Kinshasa où de longues files d'attente ont été constatées. On l'écoute à travers ces micros de nos reporters. Aujourd'hui sur le terrain pour palper du doigt le problème que nous constatons au niveau des stations-service, à savoir les longues files, mais également des stations-service parfois fermées, on ne voit rien, aucune âme qui vive. Nous sommes descendus pour savoir exactement ce qui se passe et dans le même temps rassurer la population de Kinshasa en particulier qu'il n'y a pas de crise de produits pétroliers. Il n'y a aucune crise et l'instruction donnée par le chef de l'État, à savoir la baisse des prix des produits pétroliers, ne souffrira d'aucune faille. Alors nous avons sillonné quelques stations jusqu'à présent et constaté ce qu'on a eu à constater. La plupart n'ont réellement pas de produits. Ici nous sommes arrivés, bon, vous voyez, on vend les produits. Donc on voudrait également rassurer nos partenaires, les opérateurs pétroliers, qui ne sont pas seuls, qui peuvent compter sur le gouvernement pour les accompagner. Nous savons que le manque à gagner, le paiement du manque à gagner a un peu traîné, mais aujourd'hui je peux les rassurer que d'ici la fin du mois, tout sera réglé en ce qui concerne le manque à gagner. Et leur demander aussi de prendre contact avec les experts du ministère des hydrocarbures pour leur donner les données concernant leurs titres et leurs factures pour le manque à gagner qui a commencé avec la structure des prix du 2 octobre. Voilà, j'aimerais vraiment rassurer tout le monde et la population et les opérateurs pétroliers que tout va aller pour les uns et les autres. Nous garantissons vraiment que tout va rentrer dans l'ordre et pour les opérateurs pétroliers et pour la population, personne ne manquera de carburant. Pendant ce temps, les bureaux de coordination nationale de la société civile Force Vive appellent le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à lever l'état des sièges dans la partie est de la République démocratique du Congo, car à l'en croire, cette décision n'a pas permis de récupérer les entités du pays sous occupation de la rébellion du M23 couvert par l'armée rwandaise. Dans une déclaration publique rendue par Maître Jean Bosco Lalou, il dénonce cette décision qui entrave les libertés des populations. Suivez. 7e Conseil des ministres, la grève des enseignants et la levée immédiate de l'état de siège. Le bureau de la coordination nationale de la société civile de la RDC a encore exploité avec intention le compte rendu de la réunion ordinaire du 17e Conseil des ministres tenue ce vendredi 11 octobre 2024, dirigé par son Excellence, Monsieur le Président, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs sujets ont été traités, mais notre attention a été retenue par l'état de siège et le musulman des enseignants grévistes. S'agissant de l'état de siège décrété depuis le 3 mai 2021, plusieurs missions officielles stériles et très budgétivores
ont été effectuées pour préserver cet éléphant blanc, mais sans succès. Les députés nationaux de l'Ituri et du Nord Kivu venaient de révéler un scandale de détournement de soit 86% de ce cas 6 millions de dollars, ainsi que des dégâts graves, dont surtout les massacres crapulés des citoyens, sans compter des pillages des ressources financières du trésor public, les bradages des minerais et autres par les concernés. Nous voudrions ici rappeler qu'aucune entité territoriale centralisée et déconcentrée n'ont été sécurisées et surtout récupérées sous l'état de siège. De ce fait, notre avis est alors on ne peut plus clair. Nous rappelons à la levée immédiate et sans aucune forme de procès de cet état de siège qui est resté sans résultat probant, comme réclamé publiquement et formellement lors de la table ronde du 14 au 16 août 2023, organisée par le gouvernement congolais contre un maintien ou une requalification. Quant au dossier des enseignants, grand a été notre étonnement de constater que la question relative à la grève décrétée depuis plus de 6 semaines ait été complètement ignorée au 17e Conseil des ministres. Ceci corrobore parfaitement avec la lettre de la DINACOP improvisant un contrôle physique des enseignants au lieu de leur travail en guise d'intimidation. Les politiques sont-ils plus importants, sont-ils plus congolais que les autres? Le gouvernement doit entendre les grévistes. Si un Congolais n'est pas à l'aise chez lui ou au Congo, où veut-on qu'il le soit? C'est donc l'occasion d'inviter les structures membres de la justice vive de tout notre pays, donc des 26 provinces, à s'associer pour la réussite de la journée ville morte décrétée le 15 octobre 2024 pour soutenir la grève des enseignants et autres fonctionnaires publics. Les tentatives des éventuelles sanctions contre les grévistes retourneront à leurs auteurs car le peuple est le souverain primaire. C'est ça le 14 octobre 2024 pour le poste vive, Maître Jean Bosco Lab. Pour sa part, l'équipe dirigeante de l'APCSC, conduite par son président du conseil d'administration, Claude Mamba Kabassou, et le directeur général, Freddy Yodi Chembo, ont échangé avec les caucus des députés nationaux de la province du Kasaï central. Au menu de leurs échanges, les questions liées au développement des infrastructures dans cette partie du territoire national. L'évolution des travaux de réhabilitation et de modernisation de la route Kananga-Kalambambouji ainsi que la construction du stade moderne Pierre Ndaye Moulamba étaient les points majeurs au menu de l'audience accordée aux membres du caucus des députés nationaux du Kasaï central par le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés, Maître Freddy Yodi Chembo, avec à ses côtés le professeur Claude Mamba Kabassou, président du conseil d'administration de l'agence, ce mardi 15 octobre 2024. Les élus légitimes du peuple centro-kassaïen sont venus rencontrer le directeur général de la PCSC dans le cadre de leur mission parlementaire afin d'avoir plus d'éclaircissements sur ces deux grands projets, comme le souligne le président du caucus, l'honorable John Kabia Chikaï, à l'issue de leur entretien. Nous sommes décidés de rencontrer le responsable de APCSS pour des questions majeures des infrastructures de notre province. Vous savez, la structure qui APCSF, il se trouve sur des projets chez nous. Il y a la route Kananga-Kalambambouji et il y a les stades de Kananga qu'on a surnommé les stades Ndaye Mutumbula. Les DG, avec son président, ils nous ont éclairé de la situation. En tant qu'élus du peuple, nous avons voulu tout simplement avoir toutes ces informations à ce qu'on puisse communiquer à notre base. Parce que depuis qu'on a lancé des travaux de Kananga-Kalambambouji, il y a des questions qui se posent dans la population. Et comment nous pouvons enlever ces malentendus? C'est avec des échanges que nous avons eu aujourd'hui avec l'équipe de l'agence que nous avons compris certains aléas qui nous ont permis de voir comment, dans les jours à venir, nous allons rester ensemble avec les dirigeants de l'agence pour les deux grands projets de notre province. C'est un grand projet qui ne peut pas prendre une année, soit 2 ans. Il faut que la population soit patiente, que les projets de Kananga-Kalambambouji
ça va donner une grande ouverture dans l'espace du Grand Kasaï, voire même certaines provinces voisines. Ils vont tirer aussi des intérêts pour à partir de cette route. Pour sa part, le professeur Claude Mamba Kabassou, président du conseil d'administration de la PCSC, a remercié les élus nationaux du Kasaï central pour la démarche poursuivie. Moi, je commence par exprimer tous mes remerciements, toute ma reconnaissance pour ces élus légitimes du Kasaï central, pour cette démarche qui est une démarche non seulement de pouvoir recueillir les informations, mais une démarche de responsabilité parlementaire. Je crois que je suis très honoré, nous sommes tous très honorés en tant qu'APCSC de pouvoir recevoir ce caucus et de répondre à toutes les questions, toutes les préoccupations qu'ils ont dû exprimer. Lancés le 3 juillet 2024 dernier, les travaux de réhabilitation et de modernisation de la route Kananga-Kalamba-Mbouji ainsi que la construction du stade moderne Pierre Ndaye Moulamba font partie du programme sino-congolais piloté par la PCSC. Renforcement de la sécurité frontalière, on en parle, madame, messieurs. La vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tshela-Kamba, s'est rendue au beach Ngobila et au port des marchandises de l'Onatra à Kinshasa pour une visite d'inspection. Plus de détails à travers ce reportage. La vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tshela-Kamba, a effectué une inspection approfondie du beach Ngobila et du port marchandises d'Onatra afin de renforcer la sécurité frontalière. Au cours de cette visite d'une journée, le numéro 2 de la territoriale a procédé à une inspection minutieuse des différents services impliqués dans les opérations d'embarquement et de débarquement des personnes et des marchandises. Des bureaux au quai d'accostage, elle s'est assurée du bon fonctionnement des procédures et a échangé avec les agents sur les terrains. Une satisfaction totale sur les lieux. Depuis des années, nous n'avons pas vu les autorités descendre pour faire le suivi, voir comment est-ce que le travail est en train d'être fait. Nous sommes vraiment très satisfaits. C'est pour nous une motivation et ça nous permet d'être toujours au point dans notre travail et le faire bien pour l'honneur de notre pays. L'inspection a débuté par un appel nominal des passagers et une visite à bord d'un hors-bord permettant à la vice-ministre d'évaluer les conditions de voyage. Au port marchandises, Eugénie Tshela-Kamba s'est penchée sur les défis rencontrés par les services de sécurité dans le contrôle des marchandises entrant sur les territoires nationaux et en provenance de l'intérieur du pays. La vice-ministre a félicité les agents pour leur dévouement et leur engagement à assurer la sécurité du pays, en particulier dans les contextes actuels d'agression rwandaise. Je suis content que tout le monde est en place, chacun est à son poste, qu'il fait avec beaucoup de sérieux, ça c'est très important. Elle a rappelé l'importance de la vigilance citoyenne conformément aux directives du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tour de province à présent dans les Nord Kivu, le cimetière Gabiro, communément appelé Jolibois et Seb Congo, situé dans le territoire de Niragongo, jadis sous menace. Des spoliations sont officiellement remises à la population par les gouverneurs militaires de cette province. Reportage à travers ceci. Jadis sous menace de spoliation, les cimetières de Gabiro ont été remis officiellement ce mardi 15 octobre 2024 à la population de Goma par le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami-Nkuba. Décision arrêtée par l'autorité provinciale à l'issue d'un protocole d'accord signé entre l'ancien acquéreur, connu sous le nom de Kangou Diakala Laben, et le gouvernement provincial. C'est pour honorer la mémoire des illustres disparus et mettre fin au conflit avec la population locale. Le présent protocole a pour objet de trouver un arrangement à l'amiable entre le sieur Kangou Diakalala, bénéficiaire du jugement RC 2273-72, rendu par le tribunal de grande instance en date du 8 avril 2023, et qu'elle lui reconnaisse des droits sur la partie du cimetière de Gabiro déjà clôturée par lui. En contrepartie,
des droits lui cédés sur la concession Gabiro, la province du Nord qui vous cède à M. Kangou Diaben la concession SU 53 969 d'une superficie de 4 hectares 57 arts 0906 arts située au quartier KMB couverte par les certificats d'enregistrement KAR/17 folio 167. Le représentant de la population victime, Patrick Mundeke, a loué le bon sens du gouverneur Peter Chirimwami dans ses dossiers. Vous avez été un père digne dans ces combats et nous ne cesserons de dire merci beaucoup. C'est grâce à vous que nous célébrons ces jours. Et nous pensons que le maire de la ville a attendu comment vous avez instruit qu'on n'était plus dans les cimetières. Et c'est à lui, avec nous, de continuer à suivre vos décisions afin que la mémoire de nos familiers, de nos amis, de nos parents soit respectée. Parce qu'un peuple qui ne respecte pas ses cimetières, c'est un peuple qui efface son histoire. Et l'histoire d'un peuple définit l'avenir de ce peuple. Il s'y est de rappeler qu'une autre concession sera donnée à Kangoudia par la province pour la sauvegarde de la paix sociale et honorer la mémoire des ancêtres qui reposent dans ces cimetières. Pendant ce temps, dans la province du Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kiabula Katwe a tenu à inspecter les routes qui ont été soit rénovées, soit construites dans la ville de Likasi. Partout où il est passé, l'autorité provinciale a été ovationnée et saluée par la population locale. Revivez cet événement à travers ce reportage. Baba, karibu kwetu. Karibu kwetu. Karibu sana. Baba, Mama, kuja kumkontrola. Baba ngukiabula ka. Baba, ushantupanguza machozi. Baba wafu wako. Unatuheshimisha baba. Baba, merci. Unatutengenezea balabala yote kilio kietu. Kiabula Katwe. Mimi sana merci à kuremercier. Mimi nakwambia wafu wako. Baba, tukuheshimishe. Restons dans la province de la Chopo. Le pont Kashuya dans la commune de Kisangani mérite la même attention que toutes les autres infrastructures endommagées dans la province. Assurance du gouverneur intérimaire Didier Lomoyo Iteku qui a visité ce pont. C'était hier, mardi 15 octobre. Suivez. Inauguré il y a juste une année, le pont Kachuya représente déjà un danger pour les usagers de cette partie de la commune Kisangani. Le gouverneur de province d'intérim visite cette infrastructure qui présente déjà des marques évidentes de détérioration. Didier Lomoyo Iteku. Nous avons suivi le rapport du bourgmestre, le rapport de la population qui criait déjà que le pont avait connu une détérioration très avancée. C'est pour cela que je suis venu au nom du gouverneur de province voir ce qui est envisageable. Il n'y a pas longtemps que ce pont a été inauguré, ça fait presque une année seulement. On a comme l'impression que le travail n'a pas été très bien fait. Les matériaux également utilisés n'ont pas été vraiment adaptés. À l'occasion, le vice-gouverneur Didier Lomoyo Iteku rassure les habitants de cette municipalité que le gouvernement provincial a à cœur la réhabilitation de toutes les infrastructures de la Chopo. Le pont Kachuya ne peut pas faire exception. Le gouvernement provincial dirigé par son Excellence Paulin Lendongoli Aleba Bonga pense à toute la population de la province de la Chopo et également plus particulièrement à celle de Kachuya. C'est vraiment le souci du gouvernement provincial et de son Excellence Monsieur le Gouverneur pour que tout le monde se sente à l'aise là où il se trouve et pour assurer également la mobilité de la population de ce coin. Il est plus urgent que le pont soit réparé très rapidement. On fera quelque chose pour que le sourire revienne encore à la population de Kachuya. La détérioration du pont Kachuya à une année seulement de son inauguration soulève la question de l'expertise et la compétence des entreprises qui exécutent les travaux publics. Voilà qui met un terme à cette saison d'information, mesdames, messieurs. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de titre.
du mécénariat, la rébellion, Laurent Sokoko, très connu dans les milieux culturels, a décidé d'embrasser les armes et emboîter le pas à Corneille Nangaa pour créer un mouvement insurrectionnel contre le régime de Félix Tshisekedi à travers une vidéo devenue virale sur la toile. Vous avez écouté les raisons de sa décision. Et puis ce mercredi 16 octobre 2024, à l'hôtel du fleuve Congo, le ministre des Finances Doudou Pamba Likunde Libota a participé à une séance de sensibilisation des organisations du secteur privé sur la facture normalisée. Voilà tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis de partout. Merci également à l'équipe technique qui a été coordonnée par Aristote Ndombele et Cédric Ifeka. Merci à la grande coordination de la grande équipe PSB, chapeautée par Richard Mayassi. À vous tous qui nous avez suivis de partout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, car l'info vous revient dans moins de 24 heures. Prenez rendez-vous avec nous. À très vite.